Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le chapitre 16, les transferts quantiques et la fameuse dualité onde-corpuscule. Donc c'est les échanges d'énergie cette fois-ci, mais à l'échelle microscopique dans le monde quantique. Donc ce qui est un petit peu particulier dans ce monde, c'est qu'il va falloir... On a des objets, si vous voulez, qui ont un comportement qui n'est pas celui qu'on observe pour des objets à notre échelle. Donc c'est pour ça que des fois c'est un petit peu compliqué de se représenter les choses dans le monde quantique, parce qu'on a du mal, on ne peut pas des fois se représenter certains objets parce qu'ils n'ont pas le même comportement, sans même parler de l'aspect qu'on ne peut pas décrire correctement, puisqu'ils ne sont pas visibles. On a des comportements d'objets qui sont à l'encontre de ce qu'on peut voir à notre échelle, à l'échelle macroscopique. Donc voilà, on touche un petit peu dans ce chapitre de terminal à la mécanique quantique, mais vraiment on l'effleure, et vous verrez plus tard des concepts un petit peu plus complexes. Et vous allez voir que du coup il existe vraiment deux mécaniques, par exemple la mécanique quantique et la mécanique classique. La mécanique classique qu'on a vue avec les différentes lois de Newton, de Kepler, de Galilée, voilà, ces choses-là. Et maintenant la mécanique quantique dans ce chapitre. On commence du coup avec cette fameuse dualité onde-corpuscule. Alors vous avez fait l'activité numéro 2 qui était dans le livre, puis il fallait lire un petit peu le côté historique, parce que c'est ça ce qui est important, c'est ce côté historique, pourquoi on est arrivé aujourd'hui à cette fameuse dualité onde-corpuscule. Donc on a longtemps cru, dû à notamment Isaac Newton, qui a un modèle de la lumière qui lui est un jet de particules, mais on arrive à des expériences comme les phénomènes d'interférence qui ne permettent pas d'expliquer que la lumière se comporte comme des fameuses jets de particules. Et donc on élabore le modèle ondulatoire cette fois-ci, notamment grâce à Jung. Et on a ensuite Maxwell qui vient avec des équations que vous verrez aussi dans le supérieur, qui corroborent un petit peu cette idée d'onde. Et puis Einstein qui vient expliquer, alors c'est pas lui qui a fait l'expérience, mais c'est un Allemand qui a découvert l'effet photoélectrique, mais c'est Einstein qui va pouvoir l'expliquer justement, et c'est pour ça qu'il a reçu son prix Nobel. Il n'a pas reçu le prix Nobel notamment pour la relativité justement, mais pour l'effet photoélectrique entre autres. Et on arrive au 19e siècle avec finalement, fin 19e, avec cette idée que une particule est en réalité une onde et une particule. Donc ici, donc on a des phénomènes de diffraction-interférence comme on a vu dans les chapitres précédents qui s'expliquent par des propriétés ondulatoires. Einstein qui postule que la lumière est transportée par des petits grains d'énergie. Et donc il a un côté, il a une idée d'un côté plutôt particulier de la lumière. Et actuellement, donc la lumière est une onde électromagnétique et un flux de photons. C'est-à-dire qu'un photon, c'est une particule qui va pouvoir transporter de l'énergie, mais qui va avoir les deux aspects en même temps. C'est important de comprendre ça, c'est que la particule, elle va avoir, le photon, pardon, va avoir les deux aspects en même temps. Voilà, c'est pas une fois l'un quand ça nous arrange, une fois l'autre quand ça nous arrange, c'est vraiment les deux aspects en même temps. Euh, donc l'énergie qui est transportée par des photons, qui présente du coup un aspect particulier et ondulatoire. Voilà, c'est vraiment les deux en même temps. Et l'énergie d'un photon, vous avez déjà vu voir l'année dernière, donc c'est E égale H fois nu. Alors E, énergie en joules, comme habituellement. H, cette fameuse constante de Planck, donc la valeur n'est pas à connaître, hein. Et nu, la fréquence. Donc vous voyez que vous faites le lien entre énergie d'une particule voilà, qui donc vous donne l'aspect particulier du photon et la fréquence, où là on a un aspect ondulatoire. Donc voilà, on lie un petit peu les deux, et donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce soit les deux en même temps. Un exemple avec un objet, on va dire, de la vie courante, pour vous faire comprendre qu'on peut avoir deux aspects identiques qui cohabitent. Donc si vous regardez sur cette image, je vais vous l'agrandir un petit peu, on a un objet là au centre de l'image, éclairé
dans cette direction par une première source de lumière et éclairé dans cette direction par une autre source de lumière. Donc vous voyez que si je vous montre uniquement cette face-là, vous allez me dire, l'objet, je le vois comme un rectangle. Ce qui n'est pas faux, on a bien la forme d'un rectangle. Puis si je vous montre juste la plaque qui est en dessous, vous me dites, l'objet est un cercle. Et finalement, si vous regardez ça en 3 dimensions, vous observez que c'est un cylindre. Donc vous voyez que vous pouvez avoir deux aspects, une vision de deux aspects qui cohabitent ensemble pour un même objet. C'est un petit peu l'idée de dualité onde-corpuscule, dans notre cas de la lumière et du coup des photons, qui présentent donc un aspect ondulatoire et particulaire. Alors toujours dans ce double aspect, on a vu en mécanique classique qu'une particule matérielle, il y a une masse, qui a une vitesse v inférieure à la vitesse de la lumière, pour qu'on ne rentre pas dans les considérations de la mécanique relativiste, donc on reste en mécanique classique, on peut l'associer à une valeur, alors je vais le mettre en dehors de la carte, on peut associer à une particule matérielle une quantité de mouvement qui est égale au produit de m fois v. Donc là je vous donne la norme, je n'ai pas écrit ça sous forme de vecteur. Donc pour toute particule matérielle ayant une masse, on peut lui associer une quantité de mouvement. Et bien, dans la même idée, et donc là, c'est Louis de Broglie, donc scientifique français, qui a permis de faire la même approche sur cette dualité onde-corpuscule, qui du coup associe une longueur d'onde à toute particule matérielle ou non, parce que le photon n'est pas une particule matérielle, elle n'a pas de masse, donc il associe du coup à n'importe quelle particule, matérielle ou non, une quantité de mouvement qui est liée à sa longueur d'onde. Donc la quantité de mouvement pour une particule, donc la relation de Broglie, alors c'est normal qu'il y ait deux qui se suivent, donc de là fait partie de son nom, c'est Louis de Broglie, donc la relation de Broglie, qui vous donne la quantité de mouvement en fonction de la longueur d'onde de la particule. Donc on lui associe finalement une quantité de mouvement comme une particule, et on a le lien avec le côté ondulatoire et la longueur d'onde. Alors pour que vous ayez un aspect ondulatoire qui soit visible, il faut vraiment que la masse de la particule soit assez faible pour que la longueur d'onde soit assez grande pour pouvoir observer un phénomène de diffraction. Alors pourquoi? Alors je vous l'explique mathématiquement quand même. Pour faire le lien entre longueur d'onde et masse, on a la quantité de mouvement qui vaut m fois v, qui est égale à h sur lambda. Donc on fait le lien corpuscule ondulatoire. Vous remarquez que on va peut-être l'écrire dans l'autre sens, ce sera plus facile pour vous. On remarque du coup que si la masse qui est au dénominateur est faible, la longueur d'onde sera élevée. C'est inversement proportionnel. Par exemple, si vous prenez pour vous, en vous considérant comme une particule et une onde, si vous prenez votre masse, vous allez avoir une longueur d'onde qui sera beaucoup trop faible. Et du coup, il n'y aura aucun obstacle ou ouverture, comme des fentes Young, qui sera suffisamment petite pour pouvoir diffracter, pour pouvoir vous diffracter vous, en fait. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais théoriquement, vous pourrez calculer votre longueur d'onde à vous. Mais on n'observerait pas votre aspect ondulatoire dans ce cas-là. Donc finalement, on observe un aspect ondulatoire pour des particules qui ont une faible masse, pour des objets qui ont une faible masse, notamment donc les photons qui n'ont pas de masse justement, et les électrons et d'autres particules, les neutrons et ces choses-là. Alors du coup, on va pouvoir observer ce phénomène dans l'expérience qui était proposée dans l'activité de les phénomènes quantiques. Alors la mécanique quantique, c'est un aspect très probabiliste et statistique. On ne peut pas déterminer la présence d'une particule à un endroit donné.
ou en tout cas, il y a des relations qui impliquent que si vous connaissez la position d'une particule, vous ne pouvez pas connaître sa vitesse, et inversement, si vous connaissez la vitesse d'une particule, vous ne pouvez pas connaître sa masse. Voilà, il y a des lois qui, euh, qui impliquent cela. Et donc, si on réalise l'expérience des fentes Young avec des photons, cette fois-ci avec un flux de photons qu'on pourrait envoyer les uns après les autres, on verrait en faisant passer un faible flux au départ, un faible nombre de particules, on verrait des impacts vraiment totalement aléatoires. Donc voilà, là on ne peut pas trop prévoir finalement la position d'une particule, mais quand on commence à envoyer un très grand nombre de particules à travers ces fameuses fentes Young, on peut observer des zones où il y a une forte probabilité de présence. Donc là, on peut dire qu'il y a une très forte, si voilà, on est à un instant T sur cette image, on envoie une autre particule, on va pouvoir dire que cette nouvelle particule, elle a une forte probabilité d'arriver voilà, dans cette zone-là, ou dans cette zone-là, ou dans cette zone-là. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut dire grâce à la mécanique quantique qui est un univers probabiliste. Et on remarque que statistiquement, on observe des figures d'interférence, comme on a pu le faire avec le laser en cours. Et donc l'aspect ondulatoire est bien présent ici pour une particule. Donc vous voyez qu'on a les deux aspects qui cohabitent ensemble, l'aspect particulaire et l'aspect ondulatoire. Ouais, je vous mettrai sur la chaîne une petite vidéo d'un site qui s'appelle Tout est quantique, une petite vidéo très simple qui dure 1 minute, qui vous montre un petit peu ces deux aspects sous forme d'une petite animation. Donc voilà pour cette première partie sur la dualité onde-corpuscule. Et on va enchaîner tout de suite, parce que c'est pas très long, sur les domaines spectrales et les transitions d'énergie. Donc on a parlé des énergies, et puis on va parler maintenant un petit peu des domaines en fonction du quanta d'énergie, des domaines du spectre électromagnétique en fonction du quanta d'énergie. Donc vous avez vu en première qu'un atome pouvait avoir plusieurs niveaux d'énergie. L'énergie qu'il possédait, l'énergie de plus basse valeur, était son niveau fondamental. Et puis on pouvait le faire passer dans des niveaux d'énergie supérieurs en lui apportant de l'énergie. Donc cette énergie était apportée par ce qu'on appelle un quantum d'énergie, apporté par un photon. Donc un quantum d'énergie, donc je vous rappelle E égale h nu. Voilà, donc un quantum d'énergie. Et l'atome pouvait ensuite revenir dans son état fondamental en émettant un photon de même énergie. Et donc, ici, on va agrandir un petit peu l'idée à la molécule. Alors, dans une molécule, on va avoir des niveaux d'énergie électronique. Donc, c'est la grande ligne bleue, comme vous avez pu voir pour l'atome. Hein. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, il y a une petite particularité pour la molécule, c'est qu'une molécule, en plus de ses niveaux d'énergie électronique, elle possède des énergies vibratoires. Donc, comme on peut le voir ici sur la photo, donc une molécule peut vibrer. Donc là par exemple c'est l'exemple d'une molécule d'eau, hein, dont on reconnaît la maquette de la molécule d'eau, où vous avez plusieurs modes de vibration, et du coup chaque mode de vibration va posséder aussi une énergie. Donc ces énergies aussi sont quantifiées comme les niveaux d'énergie électronique, c'est le même principe. Et donc sur le petit diagramme énergétique que vous avez là, on a les niveaux d'énergie électronique qui sont les niveaux en bleu foncé. Et puis dans chaque niveau d'énergie électronique, vous pouvez avoir des vibrations. Et donc on va avoir des sous-niveaux vibratoires dans chaque niveau électronique. Alors maintenant, le lien avec ce fameux domaine spectral, mais en fonction de la nature de la transition, c'est-à-dire le passage d'un niveau d'énergie à un autre, vous allez émettre, la molécule va émettre un quantum d'énergie d'une valeur différente. Donc par exemple, lorsqu'on va passer d'un niveau électronique
à un autre niveau d'énergie électronique, on va se retrouver dans un domaine de longueur d'onde de l'ultraviolet au visible, à peu près. Et lorsque on va passer d'un niveau d'énergie, d'un sous-niveau vibratoire à un autre, on va avoir un autre quantum d'énergie. On voit bien que l'écart d'énergie ici et ici est différent, donc E égale h nu, je vous rappelle. Donc la longueur d'onde associée, on va se retrouver plutôt dans le domaine de l'infrarouge. Et là, du coup, vous retrouvez ce que j'ai dit dans la spectroscopie. Dans les phénomènes de spectroscopie infrarouge, je vous avais dit que l'énergie qui est envoyée sur la molécule pour pouvoir l'analyser, elle va permettre justement de faire vibrer la molécule, bending, stretching. Et bien on y est, on est là, voilà, on est ici, on est dans ces états vibratoires-là. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la molécule passe d'un sous-niveau d'énergie vibratoire à un autre. On est dans le domaine de l'infrarouge, puisque l'énergie qu'il y a entre les différents niveaux vibratoires nous amène à une longueur d'onde qui est comprise dans l'infrarouge. D'où la spectroscopie infrarouge. Même principe pour la spectroscopie UV visible. Loi de Berlambert, par exemple, là on est en plein dedans, c'est justement qu'on est dans des transitions entre des niveaux d'énergie électronique. Donc une quantité d'énergie différente et donc une longueur d'onde différente, une longueur d'onde d'étude différente. Donc quand on plaçait dans le spectrophotomètre notre cuve, on envoyait un rayonnement. Ce rayonnement avait une certaine énergie qui pouvait faire basculer les molécules ou les atomes ou les ions entre des niveaux d'énergie électronique. Et donc on se plaçait dans une spectroscopie de type UV visible. Donc voilà sur les domaines spectrales et les transitions d'énergie. Et la dernière partie concrètement sur le laser dans une deuxième partie.